C'est bien de faire pompier. Ah oui, c'est bien. Une fois. Sauver des vies. Exactement. Soigner les gens en danger. Carré. Je suis bien avec eux, ils sont bruts de décoffrage, c'est ce qu'il faut. Intervention VSAV, premier départ. Je vais mourir. Je ne battrai pas. Madame, regardez-moi. Je vous ai fait le plus dur là. Vous n'allez pas mourir. On va la laisser comme ça pour l'instant. On va lui faire un électrocardiogramme pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on dit qu'elle a mal dans la poitrine. Je pense que c'est dû au choc. Levez. L'idée d'avoir quelqu'un qui vous explique que vous avez été efficace, c'est quand même assez satisfaisant. Bonsoir à tous, bienvenue dans 66 minutes grand format. Sur terre, en mer et dans les airs, les 2000 marins-pompiers de Marseille sont partout où l'urgence les appelle. Accidents de la route, incendies, bateaux sinistrés, randonneurs, victimes de chutes. Ces militaires répondent à plus de 1000 appels de détresse par jour qui se traduisent par une intervention toutes les 5 minutes. Ce bataillon, unique dans l'Hexagone, est l'un des piliers de la deuxième ville de France. Créé en 1939, les pompiers militaires de la cité phocéenne sont des hommes et des femmes triés sur le volet, dont la devise se résume ainsi: pouvoir tenir la main d'une personne qui souffre dans les 10 minutes. Plongé au sein d'un bataillon d'exception, c'est un document de François Renaud et Florent Hayet pour Kamikaze Productions et 66 minutes grand format. Marseille, 8h du matin. Un feu a pris dans une rue du centre-ville. Les marins-pompiers ont déjà éteint les plus grosses flammes, mais le danger est loin d'être écarté. Un homme inconscient a été secouru. L'incendie a eu lieu chez lui, au dernier étage de cet immeuble. L'appartement reste très chaud. Les murs sont encore à plus de 60 degrés. Pour éviter un nouveau départ de feu, les pompiers les refroidissent. C'était comment quand vous êtes arrivé? C'était tout enfumé, tout enfumé avec donc là il y avait un mur et quelques petits foyers un peu éparpillés. Le gros du feu était passé, quoi, c'était surtout bien enfumé. Dans les incendies, ce sont bien souvent les fumées qui tuent. Elles ont coûté la vie à ce grand-père de 85 ans. À 9h, le médecin des pompiers fait arrêter le massage cardiaque. Il est abattu. Il n'a rien pu faire. À notre arrivée, on avait une victime en arrêt cardiaque sur le trottoir déjà sorti. Donc un autre médecin était présent sur les lieux, donc il a pris en charge le reste de l'intervention et nous on s'est concentré sur la victime qu'on n'a malheureusement pas pu réanimer à cause des fumées d'incendie probablement qu'il avait inhalées. Tout en haut, la structure de l'immeuble a été fragilisée. Les pompiers brisent les restes de plafond qui menacent de s'effondrer. Une caméra thermique leur donne la température des points sensibles. 50 degrés, c'est déjà 10 de moins que tout à l'heure. En blanc, un expert de l'état-major cherche à accumuler les indices. Il veut comprendre comment l'incendie s'est déclenché. La tâche est difficile, tout est calciné dans le petit 2 pièces. On aperçoit à peine le cadre du lit où dormait le grand-père. Ici, un gratin, on a trouvé un abat-jour de bout de lampe. Une lampe. Peut-être la cause du sinistre. Là où je mets le doigt, donc je prends la photo ici. L'immeuble est vétuste et mal entretenu. Le feu s'est répandu très vite. À Marseille, on compte en moyenne 13 départs de feu par jour. La deuxième ville de France compte presque 900 000 habitants. La mer, la montagne, un décor de carte postale pour les touristes.
mais autant de terrains différents dans lesquels les marins-pompiers doivent intervenir. Avec 2300 hommes et femmes, le bataillon est incontournable à Marseille. Toutes les 5 minutes, un camion part en intervention. Accident, incendie, blessés. Garde à vous. Le bataillon, des hommes triés sur le volet. Tous professionnels, tous militaires. Chaque jour, il faut prouver que l'on est apte à affronter les pires situations. Parfois, c'est la ville entière qui pourrait s'embraser. En janvier cette année, un ouvrier aurait fait une fausse manœuvre sur une conduite de gaz. Les flammes montent à plus de 25 mètres. Marseille, c'est aussi une circulation infernale. 31 morts l'an dernier. Et presque 60 km de côte où les pompiers agissent dans des conditions périlleuses. Nous avons passé 1 mois avec eux, en caserne, en intervention, jour et nuit. Dans cette cité des quartiers nord, les pompiers sont venus pour une intervention un peu particulière. Bon, alors les gars, donc on va procéder à l'évacuation d'une personne qui se situe au 7e étage. Okay. Donc c'est une personne qui a une suspicion de trauma col du fémur et en même temps qui est une personne obèse. Michel dirige les opérations. Il fait partie du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Des professionnels de l'escalade. Il faut secourir au plus vite la dame qui est bloquée chez elle. Elle a très mal à la hanche et doit être évacuée allongée. Mais vu son poids, 200 kg, impossible de la faire descendre par les escaliers, trop étroits. Une seule option, passer par la fenêtre. Sur le toit de l'immeuble, Michel et ses hommes se mettent au travail. Les cordes qu'ils enroulent autour des cheminées peuvent supporter un poids de 2 tonnes. On va la doubler. Après, on créera un point d'ancrage là-dessus, sur lequel on aura la fixation de la poulie et l'assurance. Okay. Bon. C'est une manœuvre qui, dans les conditions actuelles, en 40 minutes, la victime elle peut être au sol. En quelques instants, le dispositif est prêt. Nicolas peut s'engager sur la façade. C'est le début d'une opération extrêmement risquée. À près de 30 mètres de haut, la moindre erreur peut être fatale. Nicolas le sait. Il descend prudemment. En rappel, 2 étages plus bas. Pour l'instant, tout se passe bien. Pendant ce temps, les pompiers installent la dame du mieux qu'ils peuvent. Son bassin doit être totalement immobilisé. Un jour d'opération, c'est assez courant. Ah, ça arrive, après, c'est pas tous les jours non plus, mais ouais, ça arrive quand même de temps en temps. Du moment qu'on ne peut pas sortir la victime par les communications existantes, souvent ils font appel à nous pour la sortir en façade. Ça va? Ça va, à peu près. Allez. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, madame. Ça c'est fait. Ça va bien se passer, madame. Ça c'est fait. Tu as tout? Vous inquiétez pas, d'accord? Allez madame, on va commencer à lever doucement. 1, 2, 3. Est-ce que tu arrives à faire glisser les lèvres? C'est bon? Pas la moitié. Ok? Là où tu travailles correctement. 2 et 3. Doucement, on pose. Est-ce que tu la sens forcer plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'elle est équilibrée, oui ou non? Là, elle est équilibrée. La dame s'apprête à descendre 7 étages suspendus en l'air. Vas-y, on lâche doucement. Halte à attraction! Comment elle est la dame? Ça va, madame? Est-ce qu'elle est équilibrée? Ah, on est bon, patron. Hein? Lâchez tout, les gars. Ok, allez, on y va. Allez, descente! Doucement! C'est toi qui gères? Bro, tu me fais les commandements pour la parabole. Est-ce qu'elle a la tête en arrière, oui ou non? Mais il y a un obstacle. Non. Halte!
C'est une parabole satellite que Nicolas doit éviter. C'est bon, on peut y aller, patron. Allez, descends. Tu resteras avec elle, tu appuieras légèrement sur les pieds. Je pense qu'elle n'est pas exactement équilibrée. Tu vérifies? Allez, ça va aller, madame. Le brancard doit absolument rester à l'horizontale pour qu'elle ne bascule pas. Le secouriste et la victime sont encore à plus de 20 mètres du sol. Une chance pour eux, ce jour-là, le Mistral ne souffle pas. Madame, ça va? Allez, on est bientôt arrivé, hein? Au sol, cet étonnant spectacle a attiré les curieux. Plus que 5 mètres à parcourir. C'est bon, Mich, ça va, Mich. Bon, on y est. Il y a encore 3 mètres, il y a encore... La descente aura duré quelques minutes, qui auront sans doute paru une éternité à la victime. Elle est désormais prise en charge par le SAMU. Le travail des pompiers du Grimpe est terminé. La patiente est en route vers l'hôpital. Mission accomplie pour Nicolas et les hommes du Grimpe. En attendant la prochaine intervention. À l'autre bout de la ville, la caserne d'Andoum. Intervention VSAV, premier départ. C'est le signal pour Pierre, 22 ans. Avec son équipe, il part pour un blessé à domicile. Une véritable course contre la montre s'engage. Les marins-pompiers de Marseille doivent être capables d'intervenir n'importe où en 10 minutes. Ici, le blessé est au 8e étage. D'accord. Bonjour madame. C'est une femme qui est tombée dans l'escalier. Bougez pas madame, bougez pas. Je vous touche pas madame. Madame, je vous tiens là juste la tête, d'accord? D'accord. Je vous tiens juste la tête pour qu'elle reste droite, ok? D'accord. Pierre la prend immédiatement en charge. La victime, Anne-Marie, a 75 ans. Regardez-moi madame. Pendant ce temps, ses coéquipiers prennent toutes les précautions pour l'immobiliser. Madame. Respirez tranquillement, d'accord? Si la douleur elle est supportable, il n'y aura pas besoin d'un médecin. Détendez-vous. Et si la douleur après, dès qu'on va commencer à la manipuler... Pierre fait ce qu'il peut pour la rassurer, mais Anne-Marie est choquée. Elle a des idées noires. Qu'est-ce que je me suis fait là, mon Dieu? C'est pas possible. Détendez-vous, Je madame. suis excommuniée, c'est pas possible. Oui, je suis excommuniée. C'est ça, mais la chute, Je vais mourir. Je ne me battrai pas. Je ne vais me battre. Madame, vous battrez pas là. On ne sait même pas ce que vous avez. Je sais ce que j'ai. Ah non, vous savez pas ce que vous avez à la hanche. C'est la fin de ma vie, tant mieux. Non. Tant mieux. Mais non, Madame Lopez, vous allez voir. Je vais mourir. Ça va aller, mais non. Détendez-vous, madame. Respirez. Allez, respirez. Ils appliquent les consignes du médecin reçues par téléphone. C'est moi quand je lâche. Non, mais là, je suis pas là. C'est mal. Il faut soulever un petit peu. C'est très mal. Regardez, on fait doucement. Madame, on a fait le plus dur là. Avec une infinie douceur, les 3 pompiers manipulent la vieille dame. Madame, regardez-moi. Vous avez fait le plus dur là. Vous n'allez pas mourir. Ça va être bon, tu peux encore un petit peu. Moi, la tête. Mais il reste 8 étages à descendre. Cette fois, ils peuvent emprunter l'escalier, même si la manœuvre est délicate. Avec un brancard, un espace normal devient rapidement très étroit. Je reviendrai. Madame, c'est supportable ou pas? Anne-Marie est désorientée. Sa détresse est encore plus forte que la douleur. Direction les urgences. La douleur, c'est toujours la hanche, hein. Pas plus haut, pas plus bas. C'est le dos. Bouger les jambes. Vous pouvez toujours bouger les pieds, madame? Bougez-moi les pieds, vous sentez là? Madame? Oui, je sens. Ok, super. Oui? C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Dans l'ambulance, Pierre est aux petits soins. Je vais mourir cette nuit. Non, vous n'allez pas mourir. C'est moi qui le veux. Mais non, madame.
Madame, vous avez de la famille. Hein? Faut pas dire ça quand même, de la famille. Ils ont leur vie, ils ont droit de vivre, c'est moi qui emmerde tout le monde. Madame, vous imaginez ce que vous dites? Faut pas dire ça. Oui. Hein? Vous avez pas eu de chance, vous êtes tombé là, d'accord? Et d'ici 2-3 semaines, ça ira mieux. Hein? Durant le trajet, Pierre n'a cessé de lui remonter le moral. Ça, madame. Allez, on descend, madame. Dans quelques minutes, Anne-Marie va être prise en charge par les médecins. Pierre n'est au bataillon que depuis 2 ans. Mais il a déjà l'habitude de ces personnes qui craquent. C'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, quoi. On comprend pas forcément les gens. Enfin, c'est pas qu'on les comprend, mais... Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est pas la seule à faire ce genre de réflexion. Il y en a vraiment beaucoup qui le font. Mais je pense vraiment que c'est le choc. Hein. Quand les gens tombent ou quand ils ont des grosses blessures, c'est la première chose qui arrive, qu'ils disent, quoi. Et je pense vraiment que c'est le choc. Je pense pas qu'ils pensent vraiment ça. Après, moi, ce que ça me fait, à force de l'entendre, je sais que, voilà, c'est pas des menaces de suicide, hein. C'est que vraiment, il y a le choc et que la douleur est insupportable, quoi. Anne-Marie s'en sortira avec une fracture du col du fémur. Pendant ce temps, dans le centre-ville, c'est l'heure des sorties de bureau. Sur l'autoroute Aix-Marseille, un accident a eu lieu. Ici à gauche, Sandra, pompier de 34 ans et mère de famille. Tu vas t'arrêter avant, il y en a un qui prend le fanion. Dans ce fourgon incendie, la chef, c'est elle. Depuis ses 18 ans, cette fille de militaire originaire de Marseille s'épanouit dans son métier. Cette voiture est la première des 3 impliquées dans l'accident. Il faut très vite sécuriser cette zone dangereuse. Sandra coordonne les premiers secours. On va vérifier, contrôle tout. Ça a été ouvert ou pas encore? Il s'en occupe. Vous regardez, vous mettez la voiture nickel, en état, et on est bon. 3 véhicules accidentés, ce sont autant de fuites de carburant possibles, prêtes à s'enflammer. Il faut couper le contact et s'occuper des 3 conducteurs. Parce que vous, il faut le dire, hein, si vous avez même mal à la nuit, des choses comme ça. Sandra transmet un premier bilan à son supérieur. C'est au monsieur. Qui est ici, là. Alors, je te fais un topo. Donc, il y a 2 blessés légers pour l'instant. Donc, monsieur, 62 ans, avec des douleurs au thorax dues au port de la ceinture, choqué. On traite l'intervention avec évidemment les victimes en priorité. On assure la sécurité, le balisage. Chacun à son niveau a une tâche qui est bien définie. Pour les 3 conducteurs, plus de peur que de mal. Un accrochage fréquent sur ce tronçon de l'autoroute A7. Chaque jour, 135 000 voitures l'empruntent pour entrer ou sortir de Marseille. Cette fois, la première voiture a freiné, les 2 suivantes se sont percutées, de simples dégâts matériels. À ce stade, Sandra doit veiller à éviter le suraccident. Un véritable fléau pour les pompiers. Les gens sont curieux, ils regardent, ils roulent relativement fort parce que ça reste quand même une autoroute. Donc un petit moment d'inattention, ils veulent jeter un coup d'œil, ils se déportent et le carambolage ensuite s'enchaîne. La nuit est tombée sur Marseille, mais Sandra n'en est qu'à la moitié de sa journée de travail. Les marins-pompiers sont de garde pendant 24 heures, de 8 h du matin à 8 h le lendemain matin. Et ce, 2 fois par semaine. Alors la caserne, c'est un peu leur deuxième maison. Les hommes du fourgon incendie profitent d'un moment de répit. Renaud, t'avais allé là. Ouais, c'est bon. Au top. C'est carré. Allez, c'est génial. Ah, merci Jackie Michou. Sandra, elle est pas là, elle va dégager. Dans cet univers masculin, Sandra se sent comme un poisson dans l'eau. Elle est pourtant la première femme à occuper cette fonction au bataillon. Mes chers pays, ils n'ont pas décidé que je laisse le 18 mars. Ça te manquerait pas un milieu de travail un peu plus féminisé? Surtout pas.
Eux, ils veulent, mais non, mais je pense que j'aurais du mal un petit peu, là. Je suis bien avec eux, ils sont bruts de décoffrage, c'est ce qu'il faut. Cette ambiance virile, sportive, c'est ce qui lui plaît. Il fait nuit. Nuit. Petite visite nocturne de la caserne. Il est là, le garçon. Il est là, et ça tractionne. Il n'y a pas d'heure. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est la vie, non-stop, 24 heures. Elle nous emmène ensuite voir sa chambre. Un déco un peu spécial quand même. Hein. Voilà. C'est le dessin de ma petite fille. Mais c'est la base. Voilà, j'étais en train un peu de faire du rangement et voilà ma petite chambre avec les photos de mes amours, tout ce qu'il faut, les petits dessins pour égayer tout ça. Et voilà, on va tenir bon aussi, 24 heures. Un univers où Marie, sa fille, est omniprésente. Ma fille, c'est mon fil rouge, donc tant que son équilibre ne souffre pas, je continuerai si j'arrive à concilier les deux. Voilà. Tout dépendra d'elle. Allez, bye bye. Ciao. Avec Paris, Marseille est la seule ville de France où les pompiers sont des militaires. Pour comprendre cette exception, il faut remonter en 1938. Cette année-là, un gigantesque incendie ravage la Canebière, la rue principale de Marseille. Les nouvelles galeries et 2 hôtels de luxe sont balayés par les flammes. En un quart d'heure, tout le magasin n'est plus qu'un immense brasier. Les pompiers municipaux sont rapidement débordés. On raconte qu'un employé de la ville, croyant à une fuite, coupe l'arrivée d'eau. On retrouvera 73 morts dans les décombres. Tel est le bilan de cette effroyable catastrophe qui plonge dans le deuil Marseille et la France tout entière. Suite à ce désastre, le maire de Marseille est congédié et les pompiers remplacés par des militaires de la marine. C'est de là que vient leur nom de marins-pompiers. Cas unique en France, ils s'occupent de la ville et du port. Avec 20 sorties par jour en moyenne, la caserne Saint-Lazare ne s'arrête jamais. L'ambulance est en alerte, un jeune s'est blessé en jouant au foot. La victime se trouve dans un centre social à 5 minutes de la caserne. Elle est touchée à la tête. Arrivés sur place, les pompiers sont rapidement rassurés. Il faudra juste quelques points de suture. Au niveau du dos, tout va bien, les jambes. Pas de vertige, pas d'envie de vomir. Pas de vertige. C'est bon, ça va là? Ça n'a pas l'air trop grave. Kevin, le pompier, a 20 ans. 2 de plus que la victime. Le dialogue s'établit facilement. Bien. C'est quoi, t'as l'école là? Oui. Tu fais quoi? Terminale. De quoi? Non, CAP maintenance des équipements industriels. D'accord. Ça va, c'est bien de faire pompier. Ah oui, c'est bien. Une fois. Sauver des vies. Exactement. Soigner les gens en danger. 80% des appels concernent des interventions légères. Les accidents graves, c'est plus rare. Mais il vient de s'en produire un en plein cœur de Marseille. Un feu rouge grillé, un motard au tapis. Une voiture que les pompiers ont dû découper. Sous cette bâche, il y a la conductrice. Michel, 51 ans, totalement sous le choc. Dans l'impact, les portières se sont bloquées. Michel ne peut plus sortir seul. Les pompiers ont déployé les grands moyens. Il faut désosser la voiture car Michel est coincé. Une dizaine d'hommes et de femmes sont mobilisés. Lors de l'accident, Michel avançait au pas. Le scooter a traversé le carrefour et l'a percuté sur sa gauche. L'intervention sera longue.
les secouristes créent un lien plus personnel avec la victime. Ils doivent trouver le moyen de la sortir de là sans lui faire mal. On la perfuse, on la calme et après on la sort. Je vais lui faire un peu de morphine pour la sortir, d'accord? Tu peux me la passer s'il te plaît? Eric est médecin militaire au bataillon. Il intervient en cas d'accident grave. L'état de Michel est préoccupant. La morphine devrait lui permettre de supporter la désincarcération. Au même moment, le jeune homme du scooter est pris en charge par une autre équipe. Son état est stable. Il s'est tordu le poignet et la visière de son casque en éclatant l'a blessé au visage. Monsieur, ça va? La douleur toujours au poignet? Pas d'autre douleur? Non, non. Au niveau du visage, il a 2 plaies suturables, donc une au front, une au menton. Elles font 3 cm à peu près chacune. Voilà, le saignement est arrêté. Vu la violence du choc, le jeune homme semble avoir eu de la chance. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, monsieur? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais d'en haut et la dame elle est sortie de la rue là. Et en fait, quand elle m'avait arrivé, elle s'arrêtait en plein milieu. Et donc vous avez percuté à ce moment-là? Ouais. Michel est toujours prisonnière de sa voiture. Mais la morphine fait déjà effet. Michel, vous êtes avec nous? Elle est partie. Michel. Michel. On va mettre l'oxygène. La désincarcération peut enfin commencer. Michel est totalement anesthésié. Allez, voilà, on va pouvoir commencer la sortie. Allez, ça va. Allez Michel, ça va aller. Dans 2 minutes, on est dehors, d'accord? Michel. C'est normal que vous n'ayez plus contact, hein, d'accord? C'est la sédation que je lui ai donnée. Ok. Les pompiers glissent une planche pour maintenir sa colonne vertébrale. À ce stade, impossible de savoir quelles seront ses séquelles. Il ne reste plus grand-chose de sa voiture. Les 2 victimes sont emmenées à l'hôpital de la Conception, en charge des polytraumatisés. Le jeune motard arrive le premier. Puis c'est le tour de Michel. Michel, vous m'entendez? On est arrivé à l'hôpital. D'accord? On va vous faire les premiers examens, voir un petit peu s'il y a des choses qui sont cassées ou pas. Et on en saura déjà un petit peu plus après. D'accord? Michel retrouve ses esprits et les souvenirs de l'accident refont surface. Je suis passée au feu vert, je me suis engagée, j'ai voulu tourner à ma gauche pour aller prendre le tunnel Prado Carénage. Il y a un fada là, avec sa moto, il a grillé le feu, mais à une, je sais pas combien, il devait rouler, je sais pas combien, très vite. Il m'a percuté. Elle est au 11. Après, je me souviens pas. Je l'ai vu par terre. Je voudrais savoir ce monsieur, ce qu'il a. Même s'il a brûlé le feu rouge, c'est pas grave, mais je veux pas qu'il meure. Non, vous inquiétez pas. Il va plutôt pas mal. Hein? Mais il faudra lui apprendre le code de la route. Et elle est complètement ravagée, tu vois. Vous êtes une équipe formidable. C'est plutôt satisfaisant, ouais. L'idée d'avoir quelqu'un qui vous explique que vous avez été efficace, c'est quand même assez satisfaisant. C'est chaud au père? Oui. Oui, vous avez été efficace. On va vous changer de brancard, Michel, d'accord? Vas-y. Oui, Nico. Quelques minutes plus tard, Eric, le médecin, informe la famille de la conductrice. Sa fille s'inquiète. Elle a rien cassé. Pour le moment, j'ai pas l'impression.
D'accord. Et l'examen comme ça, sommaire de quelqu'un qui vient d'avoir un accident, c'est quand même trop difficile. Moi, je la trouve plutôt rassurante, mais encore une fois, il est hors de question de se dire que tout va bien tant que ici, ils n'ont pas fait le point et qu'ils en sont pas sûrs. D'accord. Pour l'heure, les pompiers confient Michel au corps médical. Ils sont loin de se douter qu'ils la reverront dans quelques jours. Marseille, c'est le premier port de France et de toute la Méditerranée. Plus de 16 000 navires transitent ici chaque année. Il y a parfois des incendies à bord. Les marins-pompiers doivent être prêts. À leur base d'entraînement, ils ont reconstitué un bateau pour travailler dans des conditions proches du réel. Demain, les jeunes pompiers passent l'examen qui va leur permettre d'intervenir en pleine mer. Pour l'exercice d'aujourd'hui, le feu a pris dans la salle des machines. Ok, l'exercice du jour, parcours long, d'accord. Vous rentrez guide main gauche, une porte. Kevin et Pierre n'en perdent pas une miette. Ils vont traverser le bateau et éteindre des feux déclenchés par surprise. Descendant, vous descendez. Les deux amis ont intégré en même temps le bataillon. Cet examen, c'est une étape capitale dans leur carrière de marin-pompier. Tu continues à progresser, vous passez sous l'escalier, vous contournez l'escalier, guide main gauche. C'est bon? C'est parti. Pierre et Kevin s'équipent. Ils vont respirer de l'air en bouteille. Le moindre détail compte pour garantir leur sécurité. Ces sangles-là, elles sont pas bien contre le crâne, ça peut lui faire mal quand elle a le casque. Du coup, le deuxième est toujours obligé de vérifier si les sangles elles sont bien droites sur le crâne. Sinon, ça peut le gêner pendant son investigation et du coup, ça va nous perturber et ça va être l'enfer. C'est mon travail. C'est bon? Tu te rappelles ta mission? Dernière vérification. Ils entrent dans une fournaise. L'électricité a sauté. Ils avancent à tâtons et tentent de se souvenir du plan. Soudain, au détour d'une porte, un premier incendie. Ça commence mal. Le binôme est surpris par l'intensité du feu. L'instructeur est obligé de les rattraper. Il doit guider les gestes de Kevin qui a perdu pied. Un deuxième feu se déclare. Après un démarrage difficile, les jeunes pompiers se reprennent. Et cette fois, ils maîtrisent l'incendie, sa chaleur, son rayonnement et la force de l'eau à haute pression. Après 20 minutes à plus de 200 degrés, les deux hommes sont épuisés. Ça va, Pierre? Ça va, ça va. C'est dur, là. On a besoin du binôme d'appui. Vous voyez que sans binôme d'appui, on n'y arrive pas. Ouais, sans binôme d'appui, c'était pas possible. Ouais. Donc c'était dur, c'était chaud, c'était difficile. Ouais. C'était le but. Sinon, c'était pas mal, à part que vous ne fermiez pas les portes. Des feux comme celui-là, ils n'en ont pas encore vu beaucoup dans leur jeune carrière. Il est déjà un petit peu plus chaud, quoi. Alors c'était comment à l'intérieur? Chaud comment? Très chaud. Dans les deux sens. Au début ça va parce qu'ils ne mettent pas le feu, enfin, c'est que fumée. Et après, dès qu'on est rentré à gauche dans la pièce là, le feu, là où il y a les machines, ça faisait chaud, ouais, c'était bien. Mais dur. Ouais, dur sur le retour là parce que avec le circuit fermé, du coup l'air chauffe. Au bout d'un moment, c'est comme si on avait un sèche-cheveux dans la gorge. Kevin et Pierre s'en sont plutôt bien sortis. Le lendemain, ils passeront leur examen feu de navire avec succès. Travailler en milieu hostile, c'est leur quotidien.
Malgré les apparences, les calanques, ces paysages de rêve, peuvent se révéler très dangereuses. Comme souvent le week-end, les pompiers du Grimpe sont mobilisés. Et cette fois, ce n'est pas un exercice. L'hélicoptère doit partir sur le col de Sormiou, une zone difficilement accessible. Une équipe au sol s'engage également. Une randonneuse a priori qui serait tombée dans des éboulis sur un sentier pédestre. Même le dimanche, les embouteillages sont la hantise des marins-pompiers. En moins de 5 minutes, en hélicoptère, un médecin pourra rejoindre la victime dans les calanques. Au sol, l'équipe de renfort arrive enfin sur les lieux. Elle est très attendue. Bonjour, vous faites partie du groupe? D'accord. La victime fait partie d'un groupe de randonneurs expérimentés venus du Var. Oui, elle doit être tombée là où ça descend. Je pense qu'il a été préraxé. Elle est tombée un premier coup. Ouais. On a cru qu'elle allait s'arrêter, mais elle est retombée une deuxième fois et une troisième fois. Elle a saigné de la tête. Donc on lui a mis une compresse à l'endroit où on a vu une blessure, mais on ne peut pas savoir. Et puis la main, elle s'est un peu écorchée là, mais elle a un doigt qui est tordu. Je pense déboîté. D'accord. Il a la porte ouverte, ouais. Donc je vais essayer d'appeler Davy. L'hélicoptère a pris de l'avance. Très vite, le médecin a repéré la zone où la randonneuse a chuté. Le pilote tente une approche, mais il y a beaucoup trop de vent. Pour l'instant, la victime n'a pas été prise en charge dans l'hélicoptère pour l'instant. Allez, on y va. C'est bon? L'équipe au sol doit aller sur zone le plus vite possible. La victime est fragile, elle a 70 ans. Les pompiers redoutent de graves blessures. Le sentier est escarpé. Il leur faudra une vingtaine de minutes au pas de course pour la rejoindre. Pendant ce temps, de meilleures conditions météo ont permis à l'hélico de s'approcher au maximum de la paroi rocheuse. Le médecin est élitreillé ainsi que ses 2 collègues secouristes. La victime s'appelle Margot et c'est sur la fin de la randonnée qu'elle a fait ses mauvaises chutes. Elle est consciente et s'inquiète pour son épaule. Est-ce qu'elle est luxée? C'est possible aussi, mais bon, on ne peut pas tirer dessus tant qu'on ne sait pas si elle est fracturée. Donc on va vous la laisser comme ça pour l'instant, c'est bon? Vous allez étendre un peu les jambes, madame, vous arrivez? Étendez un peu les jambes, voilà. Margot est placée dans une couverture de survie. Je suis désolée. Madame, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, on est là pour vous. Il va falloir la transporter en hélicoptère. Attention pour lever, levez. Tous les pompiers sur place s'affairent à l'attacher au mieux. Impressionnée, Margot s'excuse de leur donner tant de travail. Ça va, madame? Ça va? C'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Les pompiers font tout pour la rassurer. Mais le médecin craint un problème plus grave. Okay. Donc Lumini d'abord, on fait le point, on lui fait un électro, et ensuite on la... Je te rappelle après l'électro, et on fait un saut à Montfuron, le cas échéant on la dépose à Montfuron. On va lui faire un électrocardiogramme pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on me dit qu'elle a mal dans la poitrine, je pense que c'est dû au choc. En attendant, il faut faire le grand saut. L'opération doit être rapidement menée, car l'hélicoptère ne peut pas traîner en vol stationnaire. Margot ne s'attendait sans doute pas à voir les calanques d'Ossio ce jour-là.
Dragon de l'équipe Grimpe Terrestre. Merci pour votre concours et à bientôt. Des appels d'urgence, les pompiers en reçoivent 1000 par jour. Justement, le docteur Patrick Benner vient d'en avoir un. C'est un ancien colonel de la Légion étrangère. Urgentiste aguerri, il a secouru des centaines de victimes lors du tremblement de terre en Haïti. Cette expérience lui permet de garder son sang-froid en toutes circonstances. Il a été appelé par un homme qui se plaint de douleurs à la poitrine. À ses côtés, une infirmière et un pompier expérimenté. Bonjour monsieur. Je suis le docteur Benner. Je suis le médecin des marins-pompiers. Oui. Alors très bien. Regardez, chacun fait son travail. Elle fait l'électrocardiogramme. Lui, il cherche les papiers et nous deux, on discute. Comme ça, tout va bien. C'est bon? En quelques minutes, une machinerie parfaitement rodée se met en place. Bon, le chef d'agré, vous continuez à chercher le tracé. L'atelier, vous préparez une voie avec de l'aspégique, de l'héparine et des fientes. Le domicile d'André, le patient de 64 ans, se transforme en petit hôpital de campagne. Prenez une grande inspiration. Au maximum, vous bloquez, vous soufflez. Est-ce que la douleur augmente à l'inspiration? Non. Ça change rien? Non. Si j'appuie à l'endroit où... Il est 16h30 cet après-midi-là et André a mal depuis 2h30. Il a eu un vertige et s'est cogné, d'où son cocard à l'œil. Il reste étonnamment détendu. Vous êtes déjà là ou pas? Maquilleuse, s'il vous plaît, vous pouvez pas la faire part? L'atmosphère est à la plaisanterie, mais le docteur Benner reste très sérieux. Il sait qu'en réalité, la situation d'André est dramatique. En fait, on est nombreux, on vous tourne autour, mais faites comme chez vous. Voilà, vous essayez de vous détendre. On a besoin de contrôler 2-3 petites choses. J'ai quelques anomalies à l'électrocardiogramme qu'il faut prendre au sérieux. Donc on va commencer tout de suite un traitement. Tous d'un coup. Si vous n'arrivez pas, vous prenez petit à petit. Hein. L'équipe emmène au plus vite le patient à l'hôpital. Les marins-pompiers sont très souvent sollicités pour des douleurs à la poitrine. Une fois sur 10, il s'agit d'un véritable infarctus. Le docteur réalise un nouvel électrocardiogramme qui confirme ses craintes. C'est une urgence vitale? Oui. Et j'anticipe jamais à haute voix devant les patients. Comme il est à côté de moi là, je répondrai tout à l'heure. En réalité, le docteur Benner connaît déjà le diagnostic, mais il souhaite préserver son patient. La mauvaise nouvelle dans votre affaire, c'est que votre douleur, elle vient probablement, très probablement du cœur. Voilà, on n'aime pas trop parce que le cœur, c'est un organe noble. On va dire la façon positive de voir des choses, c'est que plus le traitement est donné tôt, plus il est efficace. C'est pour ça qu'on perd pas de temps. Le temps presse. L'équipe emmène André directement au bloc opératoire. Le médecin militaire passe ensuite le relais au cardiologue de l'hôpital. Niveau cardio, cardiagique, Crestor, metformine pour le diabète. D'accord. Tabagisme actif, 80 paquets. Voilà. Premier tracé. Il s'est filé un gros coup, il a fait une TV, il a eu au coca, non? Il me dit qu'il n'a pas perdu connaissance, il a eu des vertiges. D'accord. Et il s'est relevé. À l'écart d'André, le docteur Benner peut prononcer le mot tabou. Comme il nous dit qu'il faut faire. Vous pouvez me parler ou pas? Oui, le patient n'entendra pas. Donc il s'agit d'un infarctus du myocarde typique. Voilà. Donc les facteurs, les complications, c'est les troubles du rythme qui peuvent aller fibrillation, arrêt cardiaque, avoir une insuffisance cardiaque, une chute de tension, qui au final peut effectivement aller jusqu'à l'arrêt cardiaque aussi. Donc de temps en temps on en perd avec des patients qui décèdent. André est en train de faire une crise cardiaque. Un caillot asphyxie son cœur. Le cardiologue introduit une sonde dans l'artère obstruée.
Il faut dissoudre ce caillot pour que la circulation sanguine reprenne. Elle est bloquée à cet endroit. Quelques minutes après l'injection, on voit le sang circuler de nouveau dans le cœur d'André. Toute la partie du muscle cardiaque qui maintenant est vascularisée ici, le liquide, va être vascularisé, va pouvoir se recontracter normalement. L'heure d'André, le grand fumeur, n'était pas arrivée. Il se remettra de sa crise cardiaque. Mais il ne reverra probablement pas ses sauveurs. Les pompiers n'ont presque jamais de nouvelles de ceux qu'ils ont secourus. Pourtant, ce jour-là, dans une autre caserne, ils vont recevoir une heureuse visite. C'est Michel et sa fille, une semaine après le gros accident de voiture. Michel est déjà sur pied. C'est la fille, Pierre. C'est ça. Je voulais vous remercier. Vous allez bien? Ça va mieux? Les deux militaires, Thomas et Pierre, en sont eux-mêmes surpris. Vous avez fait du sacré travail avec moi. Surtout toi. Parce que je ne peux pas oublier que tu me tenais le coup. Michel s'en est sorti avec une entorse cervicale, un choc psychologique important et quelques hématomes. Alors, qui c'est votre chef là-dedans? Il n'y a pas de chef? Celui qui est juste le premier à la porte, là. Qui est juste là. C'est lui, c'est lequel? Tout à fait. Lui? Oui. Le tout jeune? C'est ça. C'est un chef? 2 gâteaux faits maison, cette fois c'est Michel qui prend soin des secouristes. Notamment de Thomas, son préféré. Il m'a serré la main et je l'ai pendant 2 heures, on va dire. On s'est serré la main tous les deux. Et c'est quand même un lien qui est passé. C'est ce qui m'a permis de quand même de déstresser. À votre santé. Vous voyez, on les oublie pas, les pompiers. Hein. Ça arrive pas souvent. En fait, les gens souvent nous remercient quand on passe chez eux pour le calendrier. Ils nous rappellent une intervention que peut-être on a fait avec eux. Et sinon, de cette manière-là, nous porter à boire, à manger en caserne, c'est jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça me fait plaisir de vous dire merci et continuer à sauver beaucoup de vies parce que c'est important. Et j'ai pas d'autres mots. J'ai pas. Des moments comme cela, ça ne s'oublie pas dans une carrière militaire. Quand on est pompier, être sur le terrain, ça n'a qu'un temps. Raison de plus pour savourer la reconnaissance quand elle se présente. « 66 minutes grand format, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Xavier Demoulin. Très bonne soirée sur M6.